fils m'a jeté de l'eau au visage pour avoir demandé plus de nourriture, alors j'ai vidé son compte en banque et quitté le pays. Ceci est mon histoire. J'ai passé ma vie à travailler pour mon fils, lui donnant tout ce que je n'avais jamais eu. De la nourriture, une éducation, un foyer. Je pensais qu'il me respecterait quand je serais vieux. Mais un soir, au dîner, j'ai demandé plus de riz, et il ne s'est pas contenté de dire non. Il m'a jeté de l'eau au visage. Toute la famille a regardé. Personne ne l'a arrêté. Je n'ai pas riposté. Je me suis simplement levé, je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à planifier. Vous n'allez pas croire ce que j'ai fait ensuite. Mais avant de vous le dire, faites-moi savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus. Je ne suis pas né riche. Mon enfance n'a été qu'une question de survie, travaillant dès l'âge de 12 ans. Je portais des briques sur des chantiers de construction, je nettoyais des magasins et, plus tard, j'ai enchaîné les petits boulots qui m'occupaient du matin au soir. Je ne pensais pas beaucoup à moi. Chaque pièce que je gagnais, chaque dollar que j'économisais, je pensais à ma famille. Quand ma femme a donné naissance à notre fils unique, je me suis fait la promesse qu'il ne vivrait jamais comme j'avais dû vivre. Je voulais qu'il étudie, qu'il grandisse en sécurité, qu'il suive un chemin de confort pendant que je portais le fardeau derrière lui. Peu m'importait si mon dos se courbait, si mes genoux lâchaient, si je travaillais 2 services par jour, tant que mon fils avait de la nourriture sur la table et des chaussures neuves aux pieds. C'était mon devoir, et je l'ai accompli sans me plaindre. Quand il était petit, je lui ai acheté son premier uniforme scolaire de mes propres mains. Je me souviens avoir sauté des repas pendant une semaine pour pouvoir me le permettre. Je rentrais à la maison avec les yeux fatigués, mais le voir sourire quand je lui tendais ses livres me redonnait de la force. J'ai payé ses études même lorsque les frais de scolarité ont augmenté et que les factures s'accumulaient sur ma table. Je me disais que l'éducation était la clé de son avenir. Alors, je faisais des économies sur moi-même, mais je n'ai jamais fait de compromis sur lui. Quand il a voulu son premier vélo, j'ai vendu ma vieille montre pour le lui acheter. Plus tard, quand il a grandi et a voulu sa première voiture, je lui ai donné de l'argent de mes économies pour en acheter une. Cette voiture était plus chère que tout ce que j'avais jamais possédé, mais je m'en fichais. Il était ma fierté. Je voulais qu'il se tienne droit devant ses amis, qu'il n'ait pas honte parce que son père était pauvre. Quand il s'est marié, c'est moi qui ai aidé à payer le mariage. Ma femme et moi vivions modestement, mais nous voulions que notre fils ait un grand jour, un jour où tout le monde le regarderait avec respect. J'ai même donné de l'argent pour l'acompte de sa première maison. Je lui ai dit, c'est le début de ta famille. Bâtis dessus. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que l'argent provenait de mes propres économies de retraite. Je pensais que ça n'avait pas d'importance parce que je croyais qu'il prendrait soin de moi plus tard. Je croyais que les liens du sang signifiaient la loyauté. Je croyais que le respect était automatique entre un père et son fils. J'ai ouvert des comptes bancaires joints avec lui, pensant que le partage du contrôle le rendrait responsable. Je pensais que s'il voyait son nom sur ses comptes, il en serait fier et traiterait l'argent avec soin. Je pensais que cela lui rappellerait que tout ce que je gagnais, je le gagnais pour lui. Mais au lieu de cela, ça l'a rendu arrogant. Au lieu d'être reconnaissant, il a commencé à agir comme si tout ce que j'avais était déjà à lui. Il utilisait l'argent librement, achetait des gadgets, partait en voyage, recevait des amis. Chaque fois que je posais des questions sur les économies, il disait « Ne t'inquiète pas, le vieux. Je gère ». Il n'a jamais réalisé que ses comptes étaient toujours les miens en vertu de la loi. Il pensait que ma générosité était sa propriété. Toute ma vie, j'ai travaillé. Toute ma vie, j'ai donné. Et je croyais que mon fils me traiterait avec dignité quand je serais vieux et fragile. Je pensais qu'il dirait « Père, tu en as assez fait. Laisse-moi prendre soin de toi maintenant. » C'était mon rêve. C'est ce qui me faisait continuer à travailler sous la pluie, dans le froid et dans la douleur. Je portais des provisions sur mon dos. Je réparais des toits sous la chaleur. Je conduisais des camions la nuit. Et chaque centime que je gagnais, je l'investissais dans son avenir. Mon identité tout entière est devenue celle du père qui a tout donné. J'en étais fier. Quand les voisins disaient que je gâtais mon fils, je les ignorais. Quand ma femme me disait que je donnais trop, je lui disais de ne pas s'inquiéter car un jour notre fils nous le rendrait avec amour. Mais j'avais tort. Ce que je prenais pour de l'amour était indu. Ce que je prenais pour de la fierté s'est transformé en arrogance.
Et ce que je prenais pour une famille s'est transformé en humiliation. En y repensant maintenant, je le vois clairement. Chaque sacrifice que je faisais ne lui apprenait qu'à prendre davantage. Chaque cadeau que je lui faisais ne faisait que le pousser à exiger le suivant. Mon rôle de père a été déformé en celui d'un serviteur, et j'étais trop aveugle pour le remarquer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourtant, à cette époque, avant la nuit où il m'a jeté de l'eau au visage, je croyais encore qu'il changerait. Je pensais encore que si je lui montrais de la patience, il apprendrait le respect. Je pensais encore que si je restais silencieux, il se souviendrait de l'homme qui lui a tout donné. J'avais tort. Les signes de manque de respect ont commencé petitement, presque invisibles, mais ils sont devenus de plus en plus forts avec le temps. Au début, c'était sa façon de me parler. Des réponses courtes, sans contact visuel, comme si m'écouter était une perte de temps pour lui. J'avais l'habitude de m'asseoir dans le salon et d'essayer de lui raconter des histoires sur la façon dont j'avais lutté quand il était jeune. Mais il levait les yeux au ciel et disait « Ouais, je sais que tu as travaillé dur. Tu l'as dit 100 fois. » Il ne voyait pas cela comme de la sagesse. Il voyait ça comme ennuyeux. Je pensais que c'était peut-être juste la jeunesse. Peut-être qu'il était occupé par le travail ou le stress, alors je l'ai excusé. Mais lentement, il est devenu plus évident qu'il ne me voyait plus comme son père. Il me voyait comme un fardeau. Chaque fois que je demandais de l'aide pour de petites choses, comme aller au magasin chercher mes médicaments, il soupirait bruyamment et agissait comme si j'avais gâché toute sa journée. Si je demandais à être conduit à la clinique, il se plaignait du prix de l'essence, comme si l'homme qui avait payé sa première voiture était maintenant en train de le voler. La nourriture à la maison, pour laquelle je contribuais financièrement, est soudainement devenue un sujet de plainte. Il disait des choses comme « As-tu vraiment besoin de manger autant de riz ?» ou « Tu me coûtes plus cher que mes enfants ?» C'était profondément blessant parce que je me souvenais des nuits où j'étais resté affamé pour qu'il puisse manger. Maintenant, le même fils qui avait mangé de mes mains comptait chaque grain que je mettais dans mon assiette. Mes factures médicales sont devenues son arme favorite. Si je lui demandais de couvrir une ordonnance quand j'étais à court d'argent, il marmonnait. « Tu as de la chance que je te laisse même rester ici. » Je voulais lui rappeler que la maison dans laquelle il vivait avait été construite avec ma sueur, mon dos se brisant sous le labeur, mon argent investi dans les briques et le ciment. Mais je restais silencieux parce que je pensais que me disputer avec mon propre fils ne ferait que l'éloigner davantage. Il aimait se vanter auprès des voisins et de la famille qu'il prenait soin de son vieux père. Il parlait fort de la façon dont je vivais dans sa maison, comment il payait pour moi, comme si j'étais un cas de charité. Je ne l'ai jamais corrigé, même si la vérité était différente, parce que je ne voulais pas que les étrangers voient les fissures dans notre famille. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. Sa femme a suivi son exemple. Elle me parlait comme si j'étais un invité qui avait abusé de son hospitalité. Si je restais assis trop longtemps dans le salon, elle éteignait la télévision et disait qu'elle avait besoin de calme. Si je laissais mes chaussures près de la porte, elle faisait la grimace et me disait que j'étais désordonné. Une fois, alors que je toussais la nuit, elle a crié depuis sa chambre, « Les personnes âgées devraient rester dans des maisons de retraite, pas déranger toute la maison. » Mon fils l'a entendu et il ne m'a pas défendu. Il a ri. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le respect avait complètement disparu. Il a commencé à se moquer de mes petits besoins. J'ai les genoux faibles et parfois, quand je m'assois, je fais un bruit sans m'en rendre compte. Il m'imitait devant ses amis, gémissant bruyamment et se tenant le dos pour plaisanter. Tout le monde riait, sauf moi. Je restais assis en silence, me sentant chaque jour plus petit. Je me demandais, est-ce là le fils que j'ai élevé? Est-ce là le garçon que j'ai porté sur mes épaules? Mais aucune réponse ne pouvait donner un sens à tout cela. L'arrogance n'a fait qu'empirer. Quand j'essayais de lui rappeler les sacrifices que j'avais faits, il me coupait la parole en disant « Arrête de vivre dans le passé. Tu as fait ce que tu étais censé faire. Maintenant, c'est ma vie. » Mon existence était réduite à une obligation qu'il n'avait jamais voulu. Je n'étais plus l'homme qui avait bâti ses fondations. J'étais juste le vieil homme dans le coin. Il se plaignait des factures d'épicerie, de l'électricité, des médicaments, même si je contribuais toujours avec l'argent de ma pension. Il parlait comme si chaque dollar que je lui coûtais était un vol, ignorant les millions que j'avais déjà mis entre ses mains. Parfois, il disait, « Tu as de la chance que je ne te fasse pas payer de loyer. » Je voulais crier, « Tu vis sans loyer dans la maison que j'ai construite. » Mais j'ai ravalé mes paroles. Le silence est devenu mon bouclier.
Je pensais que le silence était une force. Je pensais que la patience guérirait le manque de respect. Mais la patience n'a fait qu'alimenter son sentiment que tout lui était dû. Mon fils a commencé à se comporter comme le maître de maison, et j'ai été réduit à un serviteur. Il me donnait des ordres. Ferme la porte. Éteins la lumière. Ne t'assois pas là. Chaque ordre était comme un rappel que je n'avais plus de dignité dans ma propre maison. Même les petits-enfants ont commencé à adopter son ton. Ils voyaient comment leur père me parlait et ils l'imitaient. Ils riaient quand je marchais lentement. Ils m'ignoraient quand je leur posais des questions. Ce n'était pas de leur faute. C'étaient des enfants qui apprenaient de leur père. Mais cela faisait mal de voir même leurs yeux perdre le respect pour moi. Je portais cette humiliation en silence. Mais à l'intérieur, je bouillais. Je me souvenais des nuits où je travaillais de service pour qu'ils puissent avoir des cadeaux de Noël sous le sapin. Je me souvenais de la fois où j'avais mis en gage ma seule bague en or pour payer son voyage scolaire. Je me souvenais des sacrifices que personne d'autre n'avait vus. Les batailles que j'avais menées seul juste pour lui donner une chance dans la vie. Et maintenant, ce même fils me traitait comme si je lui devais quelque chose. Le respect avait disparu depuis longtemps. La dignité que j'attendais dans ma vieillesse n'est jamais arrivée. Ce qui l'a remplacé, c'est le sentiment que tout lui était dû, l'arrogance et la moquerie. Je me suis dit que c'était de ma faute. Je l'avais trop gâté. J'avais trop donné. Je ne l'avais jamais fait se battre pour sa propre survie. Je pensais que l'amour enseignerait la gratitude, mais au lieu de cela, il lui a appris la cupidité. Chaque fois que j'essayais de le raisonner, il m'ignorait. Chaque fois que j'essayais de lui rappeler la vérité, il me faisait taire. Je n'étais plus un père à ses yeux. J'étais un fardeau, une nuisance, un vieux meuble qui prenait de la place. Ces premiers signes de manque de respect n'étaient pas des accidents. C'étaient des avertissements de ce qui allait arriver. Et je les ai ignorés jusqu'à la nuit où le manque de respect s'est transformé en humiliation ouverte et où il n'y avait plus moyen de le nier. C'était une soirée simple, rien d'inhabituel, et je m'en souviens clairement parce que les nuits ordinaires cachent souvent les moments qui changent tout. Nous nous sommes assis à table pour le dîner. Sa femme avait cuisiné du riz et des légumes, et les enfants étaient agités, jouant avec leur cuillère au lieu de manger. Je me suis assis tranquillement sur ma chaise, comme toujours, attendant que tout le monde soit servi avant de mettre de la nourriture dans mon assiette. J'avais déjà appris à ne pas me servir en premier, car chaque fois que j'essayais, je recevais des regards irrités, alors j'attendais. Quand les bols sont arrivés jusqu'à moi, j'ai mis une petite quantité dans mon assiette, juste assez pour tenir, et j'ai mangé lentement. Mon appétit n'est plus ce qu'il était. Mais cette nuit-là, après avoir fini ce que j'avais encore faim. J'ai regardé autour de moi, j'ai vu qu'il restait de la nourriture, et j'ai dit poliment, pourrais-je avoir un peu plus de riz? C'était une simple demande, quelque chose que tout père devrait pouvoir dire dans la maison de son fils sans crainte. Mais la pièce est devenue silencieuse pendant une seconde, puis le visage de mon fils s'est tordu d'agacement. Il m'a regardé comme si je l'avais insulté. Il n'a pas dit un mot au début, il a juste attrapé le verre d'eau posé à côté de son assiette. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, il s'est penché sur la table et m'a jeté l'eau directement au visage. L'éclaboussure froide m'a frappé comme une gifle. Ma chemise était trempée, mon visage dégoulinait, le riz dans mon assiette était ruiné. Je suis resté figé par le choc, le regardant, attendant qu'il rie et dise que c'était une blague. Mais ce n'était pas une blague. Ses yeux étaient durs, sa bouche serrée, et il a dit, ça suffit. Arrête de te comporter comme un roi dans ma maison. Mes mains tremblaient pendant que j'essuyais mon visage avec une serviette. Les enfants regardaient avec de grands yeux, ne sachant pas s'ils devaient rire ou avoir peur. Sa femme a gloussé maladroitement, essayant de détendre l'atmosphère, mais ses yeux ne montraient aucune sympathie pour moi. J'avais l'impression que toute la table s'était retournée contre moi. Mon cœur ne s'est pas brisé à cause de l'eau. L'eau sèche. Les vêtements sèchent. Mais la dignité, une fois lavée devant son propre sang, ne sèche jamais. Je suis resté assis là, humilié, incapable de bouger, incapable de me défendre. J'ai pensé au nombre de fois où j'étais resté affamé pour qu'il puisse manger. J'ai pensé aux callosités sur mes mains, aux os brisés, aux années de labeur qui ont construit le toit au-dessus de sa tête. Et me voilà, traité comme un mendiant demandant des restes. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas renvoyé l'eau. Je ne l'ai pas maudit ni ne suis sorti en colère.
Je suis juste resté assis en silence, laissant l'eau couler sur mon visage, dans ma chemise, sur le sol, pendant que mon fils retournait à son repas comme si de rien n'était. Ce silence était plus lourd que n'importe quel cri que j'aurais pu pousser. C'était le silence d'un père réalisant que son fils ne le voyait plus du tout comme un père. La table du dîner ressemblait à une salle d'audience, et j'avais été condamné sans défense. Chaque bouchée qu'il a prise après m'avoir jeté de l'eau au visage était un rappel qu'il me voyait comme inférieur à lui, inférieur à la famille. J'ai jeté un coup d'œil aux petits enfants qui chuchotaient entre eux, souriant de la scène comme si c'était un divertissement. Cela m'a blessé plus profondément que l'eau. Ils apprenaient qu'il était acceptable de se moquer du vieil homme. Ils apprenaient que la dignité de leur grand-père ne valait rien. Je voulais me lever et partir, mais mes jambes semblaient de pierre. Je suis resté assis jusqu'à ce qu'ils aient fini leur repas. Personne ne m'a offert plus de nourriture. Personne ne s'est excusé. Quand les assiettes ont été débarrassées, je me suis levé lentement, ma chemise collant à ma peau, et je suis retourné dans ma chambre. Derrière moi, j'entendais des rires, le cliquetis de la vaisselle, la vie qui continuait comme si m'humilier n'était qu'un événement banal. Dans ma chambre, je me suis assis sur le bord de mon lit, l'eau dégoulinant encore de mes cheveux, et j'ai regardé mes mains. Elles tremblaient, non pas à cause de l'âge, mais de rage. J'ai pensé à la première fois que je l'ai tenu dans mes bras, bébé, à quel point il était petit, sans défense, comment j'avais promis de le protéger. Et maintenant, ce même enfant m'avait jeté de l'eau au visage parce que j'avais demandé de la nourriture. Ma poitrine était serrée, non pas à cause de l'eau, mais à cause de la prise de conscience que quelque chose en moi s'était brisé. La fierté d'un père, une fois fissurée, ne peut être réparée. Je me suis essuyé le visage avec une serviette, mais je ne pouvais pas effacer le souvenir. Il était gravé en moi. J'ai essayé de dormir cette nuit-là, mais je suis resté éveillé pendant des heures, fixant le plafond, rejouant la scène encore et encore. Chaque fois que je voyais l'eau traverser la table, ma mâchoire se serrait plus fort. Chaque fois que je voyais ses yeux remplis d'arrogance, mon cœur devenait plus froid. Je savais alors que les années de patience silencieuse étaient terminées. J'avais supporté le manque de respect précoce, espérant que cela cesserait. J'avais enduré les moqueries, les plaintes, les fausses affirmations selon lesquelles je vivais dans sa maison par charité. Mais ceci était différent. Ce n'était pas seulement un manque de respect. C'était une humiliation ouverte. C'était un message, tu n'es rien. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lui montrer qu'il n'était vraiment rien. Quand je me suis éloigné de cette table et que j'ai fermé la porte de ma chambre, le silence à l'intérieur de ces 4 murs était plus lourd que tout ce que j'avais jamais porté dans ma vie. Je me suis assis sur le bord de mon lit, ma chemise encore humide, ma peau collante à cause de l'eau, et j'ai lentement essuyé mon visage avec mes mains tremblantes. L'humiliation est restée même après que je me sois séché. La serviette pouvait enlever l'eau, mais elle ne pouvait pas enlever le sentiment d'être moins qu'humain devant ma propre famille. J'ai regardé le miroir de l'autre côté de la pièce et, pour la première fois, je n'ai pas reconnu l'homme qui me regardait. J'ai vu un visage ridé par des années de labeur. Des yeux rouges, pas seulement à cause de l'âge, mais à force de retenir les larmes, et des lèvres si serrées qu'aucun mot ne pouvait s'échapper. J'ai pensé à chaque sacrifice que ce visage avait vu, chaque blessure, chaque cicatrice provenant du fait de mettre quelqu'un d'autre en premier. J'ai pensé aux fois où j'avais eu faim, travaillant tard le soir juste pour que mon fils puisse manger 3 repas par jour. J'ai pensé aux hivers où je rentrais à pied avec des trous dans mes chaussures tout en économisant pour lui acheter un manteau convenable. Et tout cela a défilé dans mon esprit alors que j'étais assis là, humilié parce qu'il m'avait jeté de l'eau dessus pour avoir demandé une cuillère de riz. Mon cœur était glacé. Mon corps tremblait, non pas à cause de l'eau, mais à cause de la prise de conscience que j'avais été aveugle pendant trop longtemps. Cette nuit-là, j'entendais des rires de l'autre pièce. Sa femme lui disait quelque chose et il gloussait comme si de rien n'était. Mon humiliation n'était même pas un sujet pour eux. Pour eux, c'était une soirée ordinaire. Pour moi, c'était la nuit où j'ai enterré le dernier morceau de patience qu'il me restait. Je me suis allongé sur mon lit et j'ai fixé le plafond pendant des heures. Le sommeil ne venait pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la scène. Son bras s'étendant, le verre s'inclinant, l'eau éclaboussant mon visage. Je sentais la piqûre encore et encore. J'ai pensé à crier. J'ai pensé à le confronter devant tout le monde. Mais j'ai alors réalisé que crier lui donnerait satisfaction. Il voulait que je m'effondre, que je réagisse, que je montre de la faiblesse. Alors je suis resté silencieux.
Le silence est devenu mon arme cette nuit-là. Non pas parce que j'acceptais l'humiliation, mais parce que je réfléchissais déjà à la manière de la lui renvoyer. Je me suis dit, ce silence ne se terminera pas par une défaite. Ce silence se terminera par sa chute. Je me suis souvenu comment j'avais construit sa vie. Je me suis souvenu de la quantité de mon sang et de ma sueur qui avaient été versés dans les comptes, les économies, les investissements qui portaient son nom, mais qui étaient toujours sous mon autorité. Il se moquait de moi comme si je n'étais rien, mais en vérité, tout ce qu'il croyait être à lui était à moi. J'ai réalisé cette nuit-là que mon silence serait le dernier silence de l'humiliation. À partir de ce moment, il deviendrait le silence du complot. J'ai essuyé mon visage une fois de plus, mais cette fois-ci, ce n'était pas avec honte. C'était avec une décision calme. Il pensait avoir lavé ma dignité avec de l'eau. Il n'avait aucune idée qu'en faisant cela, il avait réveillé en moi quelque chose qui dormait depuis trop longtemps. La patience de mon père avait été prise pour de la faiblesse. Mais maintenant, la force de mon père allait revenir. J'ai pensé à ce qu'il ressentirait si un matin il se réveillait et réalisait que la vie dont il se vantait, l'argent qu'il dépensait si nonchalamment, le pouvoir qu'il croyait avoir, avait disparu. J'ai pensé à son arrogance s'effondrant dans la panique, sa confiance se transformant en peur. Cette image m'a procuré un petit sentiment de paix. Je n'avais pas voulu de vengeance pendant des années. Je voulais la paix. Mais cette nuit-là, j'ai compris que la paix pour moi ne pouvait venir que par la justice. L'humiliation silencieuse s'est transformée en une résolution silencieuse. Je me suis promis que ce moment, cette eau sur mon visage, ne serait pas la fin de mon histoire. Ce serait le tournant. Je me suis recouché et j'ai laissé ma respiration ralentir. Dehors, la famille riait, les assiettes s'entrechoquaient. La nuit continuait comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur de ma chambre, quelque chose se construisait en silence. Un plan, une décision, une résolution que personne ne pouvait voir. Mon fils pensait m'avoir brisé. Il pensait que l'eau m'avait rendu impuissant. Mais en réalité, c'était la dernière erreur qu'il ferait jamais. À partir de cette nuit-là, mon silence n'était plus le silence de la faiblesse. C'était le silence d'une tempête qui attendait de se déchaîner. Allongé éveillé cette nuit-là, je n'arrêtais pas de penser à tout ce que mon fils croyait être à lui. Il se promenait dans la maison comme s'il en était le propriétaire. Il se vantait auprès des voisins d'être celui qui subvenait à mes besoins, et il dépensait l'argent de compte qu'il pensait lui appartenir. Ce qu'il avait oublié, ou peut-être jamais pris la peine de comprendre, c'est que je n'avais jamais cédé le contrôle. Je lui avais donné accès au compte pour qu'il apprenne la responsabilité. Mais je n'ai jamais retiré mon nom, jamais cédé la pleine propriété, jamais renoncé à mes droits. La vérité était simple. La maison, les économies, les investissements, chaque actif majeur était encore légalement à mon nom. Il pensait être aux commandes parce qu'il avait une carte à son nom. Il pensait que des comptes joints signifiaient qu'il était le maître. Mais la vérité oubliée était que ces comptes étaient les miens, établis avec mes années de labeur, et je n'avais autorisé son nom à figurer à côté du mien que par générosité. Si je le voulais, je pouvais les fermer en un jour. Si je le voulais, je pouvais retirer chaque dollar sans lui demander quoi que ce soit. Il n'a jamais su que le vrai pouvoir n'avait jamais quitté mes mains. J'avais simplement été trop confiant, trop plein d'espoir qu'il m'apprécierait, me respecterait et me traiterait avec dignité dans ma vieillesse. Je me suis souvenu du jour où nous avons ouvert ces comptes. Le directeur de la banque m'avait regardé et dit, « Êtes-vous sûr de vouloir son nom ici aussi ?» J'avais souri et dit, « Oui, c'est mon fils. Je lui fais confiance. » Ces mots me semblaient être du fer dans ma poitrine maintenant. Cette confiance avait été récompensée par de l'eau au visage. Cette confiance s'était transformée en humiliation. Mais cette nuit-là, en repassant la scène dans mon esprit, j'ai réalisé que c'était aussi mon bouclier. Mon silence n'était pas de la faiblesse. C'était une couverture. Parce que pendant qu'il pensait humilier un vieil homme impuissant, la vérité était que je tenais encore toutes les ficelles de sa vie. La vérité oubliée était que son avenir n'avait pas été construit de ses mains, mais des miennes. Et à tout moment, je pouvais le reprendre. Il était devenu arrogant. Il s'était moqué de moi. Et il m'avait dit que j'avais de la chance de vivre dans sa maison. Mais l'acte de propriété portait mon nom. Il disait que je lui coûtais de l'argent. Mais les comptes dont il se vantait étaient financés par moi. Il disait que je n'étais rien, mais en réalité, sans moi, il n'était rien.
C'était la vérité qu'il avait oubliée. Je me suis assis dans mon lit et j'ai pensé à la façon dont il se pavanait dans la vie, croyant être aux commandes. J'ai pensé à la façon dont il organisait des fêtes, comment il disait aux gens qu'il était en sécurité financière, comment il brandissait la carte bancaire et agissait comme si l'argent était infini. Et tout cela venait de moi. Chaque brique, chaque dollar, chaque once de stabilité. Il avait bâti son arrogance sur des fondations qui n'avaient jamais été les siennes. Cette nuit-là, l'humiliation a commencé à se transformer en quelque chose de plus aiguisé. Je ne me sentais plus comme une victime. J'ai commencé à me sentir comme un homme tenant une arme chargée dont personne d'autre ne connaissait l'existence. Mon fils était devenu imbu de lui-même, mais ce sentiment n'existe que tant que le pourvoyeur reste silencieux. J'en avais fini d'être silencieux. Je me suis rappelé encore et encore, j'avais toujours l'autorité. J'avais toujours les droits. J'avais toujours la propriété. Il pensait que je n'étais qu'un vieil homme sur une chaise. Mais légalement et financièrement, c'était moi qui détenais toutes les cartes. Et si je décidais de les retirer, sa vie s'effondrerait du jour au lendemain. Cette vérité oubliée m'a donné de la force. Elle a calmé le tremblement de mes mains. Elle a transformé mon humiliation en carburant. Il pensait avoir effacé ma dignité d'un seul geste, mais j'ai réalisé qu'il m'avait seulement donné une raison d'agir. Je suis resté dans ma chambre jusqu'au matin, écoutant la maison s'installer dans le silence, les écoutant dormir paisiblement, pensant que leur monde était intact. Mais je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Je savais que le monde dans lequel ils vivaient m'appartenait, et que je pouvais le reprendre quand je le voulais. Cette prise de conscience m'a permis de respirer plus facilement. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas acculé. Je n'étais pas faible. Je n'étais pas à sa merci. C'était l'inverse. Il était à la mienne. La vérité oubliée était le pouvoir, et bientôt, il allait la prendre à ses dépens. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'esprit clair et une décision brûlante en moi. Je ne me sentais plus comme un homme humilié par l'eau. Je me sentais comme un homme détenant la dernière carte d'un jeu que mon fils ne savait même pas qu'il était en train de perdre. Je me suis habillé lentement, j'ai mis une chemise propre et j'ai pris un petit déjeuner tranquille tout seul dans mon coin. Il ne m'a même pas regardé ce matin-là. Il n'a pas pris la peine de me saluer, comme si j'étais invisible. Cela a rendu ma décision encore plus forte. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai sorti le dossier où j'avais gardé tous les documents bancaires, les titres de propriété et les détails des comptes. Je les avais collectés pendant des années, les gardant en sécurité car une partie de moi a toujours su que la confiance peut se transformer en trahison. J'ai regardé les papiers, j'ai lu les noms et j'ai vu clairement quelles seraient mes prochaines étapes. Les comptes étaient joints, mais j'avais la pleine autorité en tant que titulaire principal. La maison était à mon nom seul. Les investissements étaient sous mon identité. Il croyait que tout était à lui, mais sur le papier, c'était à moi. C'était l'arme. C'était le plan. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé le directeur de la banque. Il me connaissait depuis des années, m'avait vu déposer de l'argent mois après mois. J'ai parlé calmement, lui ai demandé de vérifier les comptes et de confirmer une fois de plus qui avait l'autorité de déplacer les fonds. Il a confirmé ce que je savais déjà, seulement moi. Mon fils avait un accès, mais pas de droit. Son nom était là pour la commodité, pas pour la propriété. Le pouvoir était entre mes mains. J'ai dit au directeur que je voulais prendre rendez-vous. Il m'a donné 1 heure cet après-midi-là. J'ai mis mes documents dans un sac et je me suis préparé. Au déjeuner, je me suis assis à table en silence, sans dire un mot, regardant mon fils rire avec sa femme comme si la vie était parfaite. Il ne savait pas que le soir même, sa vie commencerait à s'effondrer. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas discuté. Je suis resté silencieux parce que la vraie bataille n'allait pas être menée avec des mots. Elle allait être menée avec des signatures et des transferts. Dans l'après-midi, je suis allé à la banque. Le directeur m'a accueilli respectueusement et je lui ai dit ce que je voulais. Je voulais que chaque dollar de ses comptes soit transféré sur un nouveau compte privé à mon nom seul. Pas d'accès partagé, pas de signature conjointe, rien. Complètement à moi. Il a semblé surpris mais a hoché la tête. C'est votre droit, a-t-il dit. J'ai signé les formulaires. Page après page, trait après trait, j'ai effacé mon fils du monde financier qu'il pensait être son royaume. Au moment où j'ai quitté ce bureau, 3,1 millions de dollars avaient été déplacés vers un compte qu'il ne toucherait plus jamais.
Son nom a été effacé des comptes. Sa carte d'accès a été annulée. L'argent dont il se vantait, les économies qu'il exhibait, l'avenir qu'il croyait assuré, avaient disparu en l'espace d'un après-midi. Je suis sorti de cette banque en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Mon humiliation n'était plus une blessure ouverte. C'était un dossier clos. Je l'avais transformé en action. Le plan fonctionnait, mais je n'avais pas fini. Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, il était assis sur le canapé à regarder la télévision, riant avec sa femme. Il n'a même pas remarqué le changement dans mon expression. Il ne savait pas que je venais de tout lui enlever. Je me suis assis tranquillement, j'ai bu un verre d'eau et j'ai gardé le silence. Je n'ai pas dit un mot parce que le plan ne consistait pas en une confrontation. Il consistait à regarder son arrogance s'effondrer d'elle-même. Je suis allé dans ma chambre, j'ai mis quelques vêtements dans une valise, j'ai pris mon passeport, mes médicaments et mes documents. J'ai réservé un billet en ligne, un aller simple pour l'étranger. Un nouveau départ, loin de son arrogance. Il ne le verrait pas venir. Il se réveillerait un matin et trouverait ses cartes refusées, ses comptes vides, son monde en ruine, et je serais déjà parti. J'ai regardé la pièce une dernière fois et je n'ai ressenti aucune tristesse. Ce n'était plus ma maison. C'était ma prison. Et j'étais sur le point de m'en libérer. Le plan était simple mais final. Tout reprendre, partir sans un mot, et le laisser s'étouffer dans le silence. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis des années. L'eau qu'il m'avait jetée au visage avait séché, mais la tache sur son âme ne s'effacerait jamais. Il s'était moqué de moi pour avoir demandé plus de riz. Bientôt, il m'en dirait pour une seule pièce et je ne serais pas là pour l'entendre. C'était mon plan et il était déjà en marche. Une fois le transfert terminé et l'argent sécurisé, je savais que la prochaine étape devait être rapide et silencieuse. Je ne pouvais pas lui donner la moindre chance de sentir ce qui se passait. S'il captait le moindre signe, il essaierait de m'arrêter, de discuter, ou peut-être même d'utiliser la force. Je n'allais pas laisser cela se produire. Alors, j'ai agi prudemment, comme un homme se préparant pour un voyage que personne d'autre ne devait connaître. J'ai sorti ma vieille valise, la même que j'avais utilisée des années auparavant pour mes voyages de travail, et j'ai commencé à faire mes bagages. Je n'ai pas pris grand-chose, seulement ce dont j'avais besoin. Quelques tenues, mon passeport, mes médicaments, mes documents personnels et quelques photos que je voulais garder. Tout le reste, je l'ai laissé. Je ne voulais pas de poids. Je voulais la liberté. J'ai plié mes vêtements soigneusement, j'ai glissé les papiers dans une poche cachée et j'ai fermé la valise. Puis je me suis assis sur le lit un instant, regardant la chambre qui avait été la mienne, mais qui ne m'avait jamais vraiment appartenu. Elle était censée être mon refuge dans la vieillesse, mais elle était devenue une cage. Je n'ai ressenti aucune tristesse en la quittant. Au contraire, j'ai ressenti un soulagement. J'ai vérifié mon téléphone et confirmé la réservation que j'avais faite la veille. Un aller simple pour l'étranger. J'ai choisi un pays où personne ne me chercherait, une ville côtière où je pourrais vivre tranquillement sans interférence, où personne ne connaîtrait le nom de mon fils ni mon humiliation. J'ai organisé le vol pour dans 2 jours. Assez de temps pour me préparer, mais pas assez pour que quelqu'un s'en aperçoive. Pendant ces 2 jours, j'ai gardé un comportement normal. Je prenais mes repas en silence. Je m'asseyais dans mon coin du salon quand c'était nécessaire et je ne les dérangeais pas. Mon fils s'est encore moqué de moi pour mon silence, disant « Le vieil homme n'a plus rien à dire ». J'ai souri intérieurement car il n'avait aucune idée que bientôt, il aurait tout à dire et plus rien à quoi se raccrocher. J'ai retiré de petites sommes d'argent liquide pour éviter les soupçons, répartis dans différentes agences, jusqu'à ce que j'ai assez en main pour emporter avec moi. J'ai contacté mon avocat par email, lui demandant de préparer une lettre scellée à remettre à mon fils après mon départ. Je lui ai demandé de ne pas mentionner où j'allais, seulement de confirmer que ma décision était finale. L'avocat a accepté, et je lui ai fait confiance pour exécuter mes instructions. La dernière nuit, j'ai à peine dormi. Je suis resté éveillé, écoutant les craquements de la maison, les rires provenant de la télévision dans l'autre pièce, et j'ai ressenti un calme étrange. Je savais que c'était la dernière nuit où j'entendrais ces sons. À l'aube, je me suis habillé, j'ai pris ma valise et j'ai quitté la maison sans un mot. Personne ne m'a vu partir. Mon fils dormait. Sa femme ronflait à côté de lui, et les enfants étaient perdus dans leurs rêves. Je suis sorti dans l'air frais du matin et j'ai senti un poids se soulever de ma poitrine.
La rue était calme, le ciel s'éclaircissait lentement, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de marcher en homme libre. J'ai appelé un taxi et je suis allé directement à l'aéroport. Le trajet a été long, mais je n'ai pas regardé en arrière. J'ai gardé les yeux vers l'avant, regardant la ville s'estomper au loin, sachant que je m'effaçais de leur vie. À l'aéroport, j'ai suivi les procédures calmement, j'ai enregistré ma valise, j'ai montré mon passeport et j'ai attendu à la porte d'embarquement. Autour de moi, il y avait des familles, des couples, des voyageurs se précipitant vers leurs vacances. Mais je suis resté assis en silence, un homme partant non pas pour le plaisir, mais pour la justice. Quand mon embarquement a été appelé, j'ai marché dans le couloir d'un pas sûr. Je me suis assis à ma place, j'ai bouclé ma ceinture et j'ai regardé par le hublot alors que l'avion commençait à bouger. Quand il a décollé, j'ai senti la dernière chaîne se briser. J'étais parti. Mon fils se réveillerait et ne trouverait rien. Pas de père, pas d'argent, pas de fondation. Son royaume bâti sur l'arrogance s'était effondré en une nuit. J'ai imaginé son visage quand il essaierait d'utiliser sa carte et la verrait refuser. J'ai imaginé la panique dans sa voix quand il appellerait la banque et qu'on lui dirait qu'il n'avait plus aucun droit. Je l'ai imaginé courant à travers la maison, me cherchant, pour ne trouver que ma chambre vide, mes affaires disparues, et le silence dans l'air. C'était ma disparition. Ni bruyante, ni violente, mais complète. Je suis parti sans laisser de traces, sans adresse de suivi, sans indice. Je me suis effacé de son monde, de la même manière qu'il avait tenté d'effacer ma dignité. Alors que l'avion fendait les nuages, je me suis adossé et j'ai fermé les yeux. Je n'étais plus humilié. Je n'étais plus le vieil homme moqué à la table du dîner. J'étais un homme qui avait repris ce qui lui appartenait et qui avait disparu avant que quiconque ne puisse l'arrêter. C'était le début de ma nouvelle vie et la fin de la sienne. Le matin où j'ai disparu, mon fils s'est réveillé comme si c'était un jour ordinaire. Il est entré dans la cuisine, a ouvert le réfrigérateur et a commencé à parler fort à sa femme de factures qu'il prévoyait de payer et de ses projets pour le week-end. Il a sorti sa carte bancaire de son portefeuille et lui a dit qu'il s'occuperait des paiements après le petit déjeuner. Il a essayé de se connecter à son compte sur son téléphone, et c'est à ce moment-là que son sourire s'est estompé. L'écran affichait une erreur. Il a réessayé, tapant plus fort, les sourcils froncés. Toujours le même message. Il a marmonné, agacé, et a attrapé son autre carte. Il l'a passée dans l'application de paiement pour régler une facture et la carte a été refusée. Il a ri maladroitement, pensant que le système était peut-être en panne. Mais après avoir essayé au moins 3 fois de plus, la réalité a commencé à s'imposer. Sa femme l'a regardé, confuse, lui demandant ce qui se passait, et il l'a repoussé en disant que c'était une erreur de la banque. Mais à l'intérieur, la panique montait. Il a pris le téléphone et a appelé la banque. La ligne s'est établie et après avoir vérifié ses informations, l'agent de la banque lui a dit calmement que le compte auquel il essayait d'accéder n'avait plus son nom associé. Les droits avaient été révoqués, les cartes annulées et son accès supprimé de façon permanente. La voix de mon fils s'est élevée, exigeant des réponses, disant qu'il devait y avoir une erreur. Mais l'agent de la banque a répété les mêmes mots. Il n'avait aucun droit, aucun accès, aucun contrôle. Les comptes étaient uniquement à mon nom, et les transferts avaient déjà été finalisés. L'argent avait disparu. Sa voix s'est brisée de fureur, criant dans le téléphone, mais aucune colère ne pouvait changer le système. Il a raccroché et a recomposé, espérant avoir quelqu'un d'autre, mais la réponse fut la même. Il était impuissant. À présent, sa femme devenait nerveuse, lui demandant ce qu'il voulait dire par « disparu ». Il a essayé de mentir, disant que c'était un blocage temporaire, mais elle a insisté, et son silence l'a trahi. Son arrogance de la veille avait disparu. Son visage est devenu pâle, ses mains tremblaient, et il a réalisé que tout ce qu'il croyait être à lui, les économies, la sécurité, l'avenir avait disparu en une nuit. Il a couru à travers la maison en criant mon nom, me cherchant. Mais quand il a ouvert ma chambre, il n'a trouvé que le lit vide, les étagères nues et l'écho silencieux de l'absence. Ma valise était partie, mes documents étaient partis, ma présence était partie. Ce silence était la punition la plus bruyante de toutes. Il a appelé mon téléphone à plusieurs reprises, mais je l'avais déjà éteint et jeté la carte SIM. Il a envoyé message sur message, ses mots passant de la colère à la panique, puis à la supplication. D'abord, il a écrit « Que as-tu fait ?» Puis « Tu ne peux pas me faire ça. »
Et plus tard, s'il te plaît, père, parlons. Mais aucun de ces mots ne m'est parvenu. J'avais déjà effacé cette ligne de communication. Sa femme se tenait dans la cuisine, le regardant avec incrédulité, réalisant que l'homme qui se vantait d'être aux commandes n'avait plus rien. Les enfants le regardaient faire les 100 pas, crier, puis s'effondrer sur une chaise, la tête entre les mains. Pour la première fois, ils voyaient leur père impuissant. Pour la première fois, ils voyaient la peur dans ses yeux. Il a essayé de se rendre à la banque en voiture, exigeant de parler au directeur, mais la banque est restée ferme. Ils lui ont montré les documents que j'avais signés. Légalement, il n'était rien. Il est sorti de cette banque, l'ombre de l'homme qui se pavanait autrefois dans ses couloirs. Son arrogance n'avait plus de socle sur lequel reposer. Les appels qu'il a passés à ses amis sont restés sans réponse une fois qu'ils ont réalisé qu'ils ne pourraient pas rembourser ce qu'il leur devait. Les factures se sont accumulées sans argent pour les couvrir. Le style de vie qu'il avait affiché a commencé à s'effondrer, morceau par morceau. Sa femme est devenue froide envers lui demandant pourquoi il avait menti, pourquoi il lui avait fait croire qu'ils étaient en sécurité, alors qu'en vérité, tout venait de moi. Les disputes entre eux devenaient plus bruyantes chaque nuit, et les voisins ont commencé à chuchoter. L'homme qui se moquait autrefois de son père parce qu'il demandait de la nourriture se démenait maintenant pour savoir comment nourrir sa propre famille. La panique s'est transformée en honte, et la honte en silence. L'humiliation qu'il m'avait infligée à cette table lui est revenue au décuple. Les conséquences de mon départ n'étaient pas seulement la perte d'argent. C'était la perte de son image, de sa fierté, de son pouvoir et de son contrôle. Il a appris qu'un homme qui jette de l'eau sur son père doit être prêt à voir son avenir s'assécher. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que j'étais vieux et inutile. Mais quand la vérité s'est abattue sur lui, c'est lui qui s'est retrouvé vide. Telles furent les conséquences. Son arrogance réduite en cendres, sa famille ébranlée, son avenir effacé, et mon silence plus retentissant que n'importe quel discours de vengeance que j'aurais pu prononcer. Les semaines passèrent après ma disparition, et la vie de mon fils s'effondrait morceau par morceau. Son arrogance avait été remplacée par le désespoir. Ses appels téléphoniques restaient sans réponse, ses messages non lus, ses tentatives pour me retrouver échouaient toutes. Il est allé voir des parents pour leur demander s'ils m'avaient vu, mais personne ne savait rien car je n'avais rien dit à personne. Sa femme devenait plus froide chaque jour, le blâmant pour le désastre. Et ses enfants commençaient à sentir que la sécurité dont ils jouissaient autrefois avait disparu. L'homme qui se pavanait autrefois avec fierté marchait maintenant les épaules courbées, la tête basse et les yeux pleins d'inquiétude. Mais je n'avais pas fini. Je voulais un dernier coup, non pas avec de l'argent ou des biens, mais avec des mots qui couperaient plus profondément que toute autre chose. C'est pourquoi j'avais pris des dispositions avec mon avocat avant de partir. Je lui avais donné une enveloppe scellée à remettre à mon fils quelques semaines après ma disparition. À l'intérieur, il y avait un simple mot. Mon avocat a attendu, observant le chaos grandir jusqu'à ce que le bon moment soit venu. Puis, un après-midi, alors que mon fils était assis dans son salon, entouré de factures impayées, sa femme en colère et ses enfants silencieux, on a frappé à la porte. Il a ouvert et a trouvé l'avocat debout là, une enveloppe à la main. Mon fils a semblé confus, a demandé ce que c'était, et l'avocat a simplement dit, de la part de votre père. Les mains de mon fils tremblaient en l'ouvrant. La lettre à l'intérieur était courte, seulement 2 phrases écrites de ma main. Elle disait, « Tu m'as jeté de l'eau au visage. J'ai asséché la vie que tu croyais t'appartenir. » C'était tout. Pas de signature, pas d'adresse de retour, rien d'autre, juste la finalité. Mon fils a lu les mots encore et encore, son visage passant de la colère à l'incrédulité, puis au chagrin. Sa femme s'est penchée, l'a lu aussi, et s'est éloignée sans un mot. Le silence dans cette pièce était plus lourd que tout ce qu'il avait jamais ressenti. Il a réalisé à ce moment-là que ce n'était pas une erreur, pas une punition temporaire, mais la conséquence permanente de ses actes. Il a essayé de rappeler l'avocat, exigeant de savoir où j'étais, mais l'avocat a simplement répété ce que je lui avais demandé de dire. Votre père a pris sa décision. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Mon fils a crié, supplié, menacé, mais rien n'y a fait. L'avocat est parti et mon fils est resté seul sur le seuil, tenant le papier qui mettait fin à son monde. Ce petit mot était plus puissant que n'importe quelle confrontation. Il lui rappelait la nuit où il m'avait humilié, le moment où il pensait que j'étais impuissant, et il lui montrait à quel point il avait eu tort. Il a compris que le respect ne s'achète pas et qu'une fois perdu, il ne peut être retrouvé.
Il a compris que son père n'était pas faible, pas sans défense, mais le fondement même sur lequel il s'était tenu. Et quand ce fondement a été retiré, il ne lui restait plus rien. Il a gardé le mot, espérant peut-être qu'un jour je reviendrai, mais je ne le ferai jamais. Ce message était le dernier lien entre nous. Un rappel, une punition et une vérité gravée dans son esprit pour toujours. Après avoir envoyé ce dernier message par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai clos le dernier chapitre de ma vie avec mon fils. Je n'ai pas vérifié s'il y avait des réponses. Je n'ai pas demandé de nouvelles. Je ne voulais pas entendre parler de sa chute directement. Ma vengeance ne consistait pas à le regarder pleurer ou supplier. Ma vengeance consistait à m'assurer qu'il comprenne qu'il avait détruit le pont même qu'il avait porté toute sa vie. Et maintenant, il devrait affronter le vide seul. J'ai commencé ma nouvelle vie dans une ville côtière tranquille à l'étranger, loin de la maison où j'avais été humilié. Ici, personne ne connaissait mon nom, personne ne connaissait mon passé, et personne ne me traitait de fardeau. J'ai loué un petit appartement près de la mer, simple mais paisible. Le matin, je me promenais le long du rivage, respirant l'air salin, sentant le sable sous mes pieds et écoutant les vagues se briser contre les rochers. Chaque pas me rappelait que j'étais libre, que j'avais repris ma dignité. L'après-midi, je m'asseyais à un café avec un journal, sirotant mon café lentement, sans me soucier que quelqu'un se moque de moi ou me presse. Le soir, je préparais des repas simples, de petites portions que j'appréciais sans que personne ne lève les yeux au ciel. La vie est devenue calme, mais c'était un calme qui me guérissait au lieu de me briser. Parfois, je pensais à mon fils, et je me demandais s'il essayait toujours d'expliquer à sa femme que tout avait disparu, ou s'il regardait encore ce mot avec colère ou regret. Mais ces pensées ne me faisaient plus de mal. Elles me rappelaient ma justice. Il m'avait jeté de l'eau, essayant de laver ma dignité devant sa famille. Mais en retour, j'avais lavé son avenir d'un trait de plume. Il avait oublié que tout ce qu'il avait venait de moi, et je me suis assuré qu'il s'en souvienne de la manière la plus dure possible. Mon avocat m'a écrit une fois plus tard, non pas avec des détails, mais avec l'assurance que mes instructions avaient été suivies à la lettre, qu'il ne restait plus rien à réclamer pour mon fils. Les comptes étaient à moi. La maison avait été transférée. Les investissements sécurisés. Mon fils n'avait plus que sa fierté. Et la fierté ne nourrit pas une famille. C'était sa punition. Ma justice n'était pas une question de cris, ni de poings, ni de bagarres. C'était une question de silence, de papier et de finalité. La justice pour moi n'était pas de le voir souffrir. C'était de savoir qu'il ne pouvait plus me contrôler, plus m'humilier, plus prétendre qu'il était le maître de ce que j'avais construit. La justice, c'était de marcher le long de la mer sans poids sur les épaules. La justice, c'était de savoir que lorsqu'il regarderait son compte en banque vide, il se souviendrait de ce moment à table pour le reste de sa vie. Il se souviendrait de l'eau. Il se souviendrait de mon silence. Et il comprendrait trop tard que son père n'avait jamais été impuissant. Au final, il a tout perdu parce qu'il n'a pas pu donner la plus petite des choses, le respect.